handicap et fonction publique, les grands témoins d'Occitanie, la série podcast du FIPHFP en Occitanie. Bonjour à vous, nous poursuivons cette série de podcasts du Handipact Occitanie et nous accueillons aujourd'hui Madame Véronique Geneste, directrice de l'ESAT La Croix-Verte à Montpellier. Je vous propose dans un premier temps, Madame Geneste, de vous présenter. Bonjour, bonjour à tous. Véronique Geneste, donc directrice de l'ESAT de la Croix-Verte à Montpellier, de l'UNAPI 34. Nous avons aussi une SAESAT, une section annexe d'ESAT. Et je suis vice-présidente à la RESAT. Voilà. Parfait. Alors, comme vous venez de l'évoquer, vous êtes donc vice-présidente de la RESAT. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce qu'est la RESAT et nous rappeler également ce que c'est qu'un ESAT? Nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, etc. pour les auditeurs qui n'ont pas forcément eu l'occasion de collaborer avec un ESAT. La RESAT était en 2013 une association qui regroupait les ESAT du Languedoc-Roussillon. Et puis, avec comment dire, l'agrandissement du territoire, aujourd'hui, la RESAT est sur tout le bassin de l'Occitanie. Voilà. D'accord. Euh, donc, c'est une association qui regroupe des directeurs d'ESAT. Et donc, il y a différentes missions. C'est aussi se retrouver en tant que directeur pour pouvoir évoquer les problématiques, les enjeux qui nous attendent. Mhm. Et par rapport à tout ça, donc, de- d'avoir un petit peu, comment expliquer tout ça, de pouvoir recueillir tous les dysfonctionnements, toutes les opportunités, tout, tout ce qu'on met en avant pour les différents ESAT, eh bien, c'est d'avoir une association qui regroupe tous ces éléments. Et puis aussi pour avoir une voix envers aussi nos tarificateurs. Donc, plus on sera regroupé, Mhm. euh, plus on aura toutes, comment dire, les points forts et les points faibles ou les points à travailler des ESAT, plus on pourra parler d'une même voix auprès de notre autorité de tarification. Voilà. D'accord. Parce que c'est vrai que sur l'Occitanie, c'est assez large. Mhm. Il y a Un grand beaucoup de territoire. départements, il y a beaucoup de départements et souvent les ESAT ou les associations, chaque association, chaque, comment dire, les ESAT font partie de différentes associations. Mhm. Donc, par exemple, à des moments, il peut y avoir quelques ESAT qui sont sur une même association ou un ESAT ou une association qui a un seul ESAT. Mhm. Voilà. Et donc, le fait d'avoir une association qui les regroupe, on a une parole commune. Voilà. Ok. Ce qui peut être difficile, c'est que sinon, l'ARS, qui est notre autorité de tarification pour les ESAT, eh bien, euh, chaque ESAT ou chaque association a un discours Mhm. avec l'ARS. Et là, le fait de regrouper, il y a un seul discours, en fait. Donc, c'est en tout cas l'avantage. Et puis aussi sur des fonctions de direction, de pouvoir échanger aussi des difficultés qu'on rencontre en tant que directeur et pouvoir aussi s'entraider Mhm. euh, et puis se soutenir et aussi de trouver de la mutualisation dans les développements commerciaux aussi. Quand Ok. on a des clients qui nous demandent des volumes importants et on ne peut pas faire seul, eh bien, on peut aussi travailler ensemble pour obtenir comment dire, ces marchés. Mhm. Sur les formations aussi, sur les formations, on peut travailler ensemble au lieu de travailler chacun dans notre coin. Eh bien, on peut aussi créer des formations pour différents ESAT. Voilà, donc c'est vraiment sur plusieurs thématiques. Donc ça vous permet vraiment de faire réseau, cette association, et d'avoir finalement des échanges réguliers d'un point de vue un peu stratégique auprès des autorités de tutelle, et puis sur des approches un peu plus opérationnelles, un peu plus dans la gestion du quotidien, avec vos homologues directeurs d'établissement. Oui, c'est ça, c'est bien résumé.
Ok. Et est-ce que vous pourriez notamment pour nos auditeurs qui n'ont pas forcément eu l'occasion déjà de collaborer avec un ESAT, est-ce que vous pouvez nous expliquer les particularités d'un ESAT, ce qu'est un ESAT en fait, tout simplement? Alors, un ESAT, on accueille des personnes en situation de handicap qui ont une notification euh, par la MDPH. Voilà. Hmm. Et donc, cette notification, c'est une orientation ESAT. Ces personnes donc, font des stages sur nos établissements. Donc, on réalise un bilan. Et puis, en fonction, parce que les personnes, il y a des ESAT avec différentes activités. Donc, il peut y avoir, alors, l'activité qui est très connue en ESAT, c'est les espaces verts, la Hmm. blanchisserie Hmm. et la restauration. Mais il peut y avoir d'autres, il peut y avoir de l'imprimerie, il peut y avoir de la boulangerie, il y a des ESAT qui fabriquent de la bière, qui font de la torréfaction. Nous, par exemple, on produit des plantes, on a une serre horticole. Donc voilà, donc c'est très, très varié. Et donc, en fonction des projets des personnes, de leurs projets professionnels, eh bien, ils vont faire un stage dans différents ESAT. Quand le stage est réalisé et puis que l'ESAT a de la disponibilité, la personne est en capacité d'intégrer les AT. Donc, la personne, par exemple, chez nous, va intégrer l'atelier serre, l'atelier horticulture. On va signer ce qu'on appelle, c'est un contrat de soutien et d'aide par le travail. Donc, les personnes qui sont accueillies dans nos établissements ne sont pas régies sur le code du travail. Voilà, c'est le code de l'action sociale et des familles. Voilà. Hmm. C'est des personnes qui ne sont pas salariées. Hmm. Elles n'ont pas un statut de salarié, elles ont un statut un peu qu'on appelle usager. Tout à Voilà. fait. Et Avec un donc, accompagnement médico-social avec qui est un proposé accompagnement, par votre voilà, structure. un accompagnement médico-social. Et donc, les ESAT, c'est établissements et services d'aide par le travail. Mais avec la nouvelle loi du plan de transformation, on dit établissements et services d'accompagnement par le travail à aujourd'hui. Hein. Ça, c'est D'accord. toujours ESAT, mais on a changé aide par accompagnement. Avant, les ESAT étaient des CAT. Hmm. C'était Tout à des fait. centres d'aide par le travail. Voilà. Il y a une volonté, comment dire, de l'État de pouvoir ouvrir les ESAT vers l'extérieur et le terme centre rappelait quelque chose de plutôt fermé. Hmm. Donc les établissements et services ont rappelé qu'on était ouvert par l'extérieur et on devait un service d'accompagnement et d'aide aux personnes qu'on accueille. Voilà. Donc ce qui se passe, c'est que quand les personnes arrivent, euh, on doit réaliser un projet personnalisé Ouais, c'est la avec. loi de 2002 notamment qui impose la formalisation d'un accompagnement individualisé au travers de ce projet personnalisé. C'est ça, c'est ça. Et donc ce projet, on doit en faire un une fois par an. Hmm. Donc il est réalisé en fonction des structures, il y a des professionnels différents. Par exemple, nous, sur les AD de la Croix-Verte, on a une CESF, une conseillère en économie sociale et familiale. On peut avoir un chargé d'insertion, on a un chargé d'insertion, on a des moniteurs d'atelier, une psychologue et on a aussi une chef de service. Voilà. Hmm. Donc, ces personnes-là vont questionner la personne qu'on accueille qui est en situation de handicap sur ses besoins, voilà, au niveau du travail et puis à d'autres aussi sur la santé, sur sa participation sociale, sur différentes choses. Et on va déterminer quels sont ses besoins prioritaires. Hmm. En fonction des besoins prioritaires, il y en aura trois. Eh bien, on va déterminer les actions à mener, donc les objectifs. Et on va proposer à la personne qu'on accompagne en situation de handicap quels sont, si elle valide, les objectifs de cette année qui sont en lien avec ses besoins. Hmm. Voilà. Et donc après, on va signer ce projet. Voilà. Et donc pendant l'année, eh bien, on évaluera au fur et à mesure où on en est sur les objectifs. Et si ces objectifs ne sont pas atteints, eh bien, on peut, avec l'accord de la personne, les prolonger sur un an ou deux. Voilà. Hmm. Il y a pas d'obligation de résultat. Il y a une obligation de moyens pour les actes, de mettre les moyens en place pour pouvoir permettre à la personne d'aller au plus près de ses souhaits et de ses attentes et des objectifs qui ont été déterminés dans le projet.
Voilà. Donc les ESAT, pour revenir, donc là, voilà, c'était aussi pour échanger, parce que souvent, pour avoir discuté avec des entreprises, euh, on ne sait pas ce qui se passe au sein de l'ESAT. On ne sait pas comment les personnes sont accompagnées. Mm. Donc on peut dire aussi que sur l'accompagnement, ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a un accompagnement technique qui est fait par les moniteurs d'atelier. Donc sur la serre, sur les espaces verts, où nous, on a du conditionnement, on aide les personnes qu'on accompagne à savoir techniquement, par exemple, comment on fait du rempotage, comment on arrose, sur les espaces verts, comment on taille, Mm. comment on taille, comment on pratique, on utilise la tronçonneuse, les autoportées aussi. Voilà, donc sur la serre, on peut savoir bah, réaliser une vente parce que c'est ouvert comment dire, aux Au clients, public. aux Mm. particuliers et au Mm. public. Donc tout ça, c'est travailler avec les moniteurs d'atelier. On travaille aussi, pas que la technique, on travaille le savoir-être. Ce qu'on peut dire des travailleurs de l'ESAT, c'est souvent, on peut, comment dire, dire, ben oui, par rapport à des travailleurs qu'on a dans le milieu ordinaire, ben, on trouve que les travailleurs d'ESAT ont beaucoup plus de savoir-être. C'est quelque chose qu'on ne travaille pas forcément à l'école. Mm. Le savoir-être quand on sort, par exemple, du CAP, du BEP, du bac, voilà. Voilà. Ben, nous, à l'ESAT, c'est quelque chose d'important. On travaille le savoir-être et on travaille le savoir-faire. Voilà. Donc, il y a ces choses-là. On travaille aussi avec des prestataires extérieurs. En tout cas, sur les aides de la Croix-Verte, on travaille avec une ergothérapeute qui nous aide à travailler l'autonomie au travail et qui peut aussi travailler le savoir-être. Voilà. Donc il y a ça. Et puis il y a une neuropsy avec lequel on commence à travailler depuis cette année pour évaluer les personnes au niveau cognitif et pour savoir évidemment les freins qu'on peut évaluer et savoir bah, quels sont les outils qui vont aider à faire monter la personne en compétence et en autonomie. Voilà. Donc, Ok. on fait tous ces accompagnements Mm. déjà pour permettre à la personne euh, d'aller vers son projet professionnel qu'elle souhaite, et certains vont souhaiter aller en milieu ordinaire, ce qui rejoint le plan de transformation des ESAT qui demande et qui insuffle le fait d'aller de plus en plus vers le milieu ordinaire. Et donc, bah, nous, évidemment, au sein de l'ESAT, on fait tout pour que les personnes euh, aient tout ce qu'il faut pour pouvoir aller en milieu ordinaire et puis, comment dire, bah, leur donner, les mettre dans une situation confortable, Mm. c'est-à-dire une situation qui va limiter les situations d'échec. Voilà. Plus il y aura du savoir-être, du savoir-faire et la connaissance aussi de l'entreprise et des contraintes qu'on rencontre dans les entreprises, parce que ça, il y a une vraie connaissance des contraintes, Mm. c'est important pour pouvoir travailler son adaptabilité. Et bien, il y a toutes ces choses-là voilà, qui sont mises en place sur les AT avec un accompagnement aussi avec psychologue et parfois aussi psychiatre. Voilà. Ok. Donc on a vraiment un accompagnement et c'est intéressant que vous puissiez l'expliquer, cet accompagnement très complet finalement, à la fois sur le volet médico-social, sur le volet psy, sur le volet neurologique, vous l'évoquiez tout à l'heure. Enfin, il y a vraiment toutes les dimensions qui sont travaillées dans le cadre de l'accompagnement que vous proposez. Et évidemment, il y a toute la dimension travail avec la qualité du travail qui est proposé, qui est fourni par les ESAT de la région Occitanie. Alors, vous savez, le podcast est essentiellement écouté par des employeurs publics, ou en tout cas le réseau Handipact est lui essentiellement, enfin, on a essentiellement une participation des employeurs publics. Aujourd'hui, comment est-ce que les employeurs publics mobilisent-ils les ESAT? Est-ce qu'il y a un niveau de mobilisation qui est important? Est-ce que c'est encore en développement? Est-ce qu'il y a des typologies d'activités sur lesquelles les employeurs publics vous mobilisent plus que les entreprises privées? Enfin voilà, quel regard vous portez sur votre niveau de mobilisation par les employeurs publics? Alors, les employeurs publics, ben nous, on les connaît souvent grâce aux appels d'offres D'accord. et aux clauses sociales qu'il peut y avoir dans les appels d'offres. Donc, les ESAT répondent à ces appels d'offres. Donc, évidemment qu'on a des clients qui sont du secteur public à ce niveau-là. On travaille donc, on peut travailler avec des mairies, hein. D'accord. Beaucoup d'ESAT,
c'est vrai qu'on est assez connu, comme je le dis, par exemple, sur les espaces verts. Donc, on peut évidemment pratiquer les espaces verts sur des mairies, sur des communes. Donc, on est assez identifié par certains types d'employeurs publics. Voilà. Mais pas tous encore. Et pas toutes les prestations. Voilà. D'accord. Euh, Par exemple, à aujourd'hui, moi, j'ai aucune idée. On sait quel est, comment dire, l'emploi des personnes en situation de handicap dans le secteur public, mais on ne sait pas les personnes qui viennent des AT. D'accord. Alors, on ne sait pas quel est le pourcentage des AT qui travaillent dans le secteur public. Euh, on ne sait pas forcément pour quel type de prestation. Mm. Et par exemple, et on ne sait pas combien en chiffres de personnes en situation de handicap travaillent ou sont mis à disposition dans le secteur public. Mm. Ça, c'est des informations, en tout cas, que moi, j'ai pas. Voilà. Oui, tout à Et fait. qui seraient intéressantes de savoir à aujourd'hui, parce qu'on peut avoir un taux qui est réalisé au niveau de, comment dire, des personnes en situation de handicap, mais c'est une spécificité, les ESAT. Voilà. Mm. Oui, Toutes les tout à fait. personnes en situation de handicap ne travaillent pas en ESAT. Voilà. Non, tout à Et fait. donc, à aujourd'hui, nous, on aimerait aussi développer la mise à disposition des personnes qu'on accompagne dans le secteur public. Mm. Et est-ce qu'il y a des bonnes pratiques que vous pourriez partager pour faciliter l'accès des ESAT au marché public? Le fait d'allotir les marchés, vous évoquiez le fait que vous avez connaissance des employeurs publics, notamment par les marchés publics. Est-ce que le fait que parfois les employeurs publics n'allotissent pas suffisamment leur marché vous limite en fait dans l'accès à ces marchés publics-là parce qu'ils sont trop gros, etc. Et l'allotissement peut être une bonne pratique. Le fait d'avoir des marchés réservés ou des clauses dédiées. Enfin, est-ce qu'il y a certaines bonnes pratiques qui sont intéressantes à partager parce qu'elles vous facilitent l'accès aux commandes publiques réalisées par les employeurs publics? Les appels d'offres, déjà avec les clauses sociales, nous ont simplifié évidemment le fait de nous réserver des marchés. Ça a permis évidemment à plus des AD d'être en connaissance de ces marchés. D'accord. À aujourd'hui, c'est vrai qu'il peut y avoir aussi sur le volume, il peut y avoir un problème de volume et c'est là où il faut que nous, on se mobilise en tant qu'ARESAT et Hmm. puis dispositifs associés à travailler évidemment ensemble pour pouvoir répondre. Alors des ESAT, hein, il y a déjà des ESAT hein, qui travaillent ensemble. Hein. Nous, sur l'UNAPI 34, et l'UNAPI 30 du Gard, on a créé une marque qui s'appelle Unique et qui a le but aussi de travailler ensemble pour pouvoir travailler sur des marchés plus importants Hmm. et ouvrir nos perspectives vers d'autres prestations. Voilà. Et, donc, il faut aussi qu'on se forme un peu plus aux appels d'offres. Comment répondre à des appels d'offres? C'est vrai que nous, dans nos ESAT, euh, on n'est pas comme dans une entreprise lambda, c'est-à-dire que on est très polyvalent. Hmm. C'est rare les ESAT où on a, comment dire, alors pas rare, mais c'est surtout dans des gros groupements où les ESAT ont des responsables commerciaux. Hmm. Il n'y a pas un responsable commercial dans tous les ESAT. Ouais. Dans les ESAT, c'est souvent, comment dire, le directeur, chef de service, des fois une autre fonction qui peut évidemment faire le développement commercial et répondre aux appels d'offres. Bah, ça peut être aussi des fois nos chefs de service. On n'a pas forcément quelqu'un de dédié. Hmm. Donc, c'est aussi le temps qu'on doit y consacrer, tous les documents qui sont demandés.
c'est quand Ouais, même tout à fait. assez La lourd dimension administrative pour est nous. importante, ouais. Mm. Voilà, la gestion administrative est lourde. Donc c'est aussi... alors il y a eu des simplifications qui se sont faites, hein, aussi, hein. C'est-à-dire qu'avant, on avait tous les documents à fournir. Aujourd'hui, on en a un peu moins. Et puis si on est évidemment admis, bah, c'est à partir de ce moment-là qu'on fournit le reste des documents. Mm. Mais il y a encore une lourdeur administrative encore qui doit aussi bloquer et en lien avec nos ressources internes qui font que des fois, on doit aussi pallier des fois à l'absentéisme, aux demandes, comment dire, qu'on doit nous faire au niveau des autorités de l'ARS. Et puis, on peut avoir un manque de disponibilité, voilà. Mm. Donc, alors là, je ne sais pas s'il faudrait échanger comment dire, les employeurs publics et qu'on puisse échanger avec eux et savoir comment on peut simplifier Mm. et avoir un échange avec eux sur Mm. comment on peut travailler un peu plus ensemble. Et puis, il y a peut-être aussi une méconnaissance peut-être des ESAT, d'autres dispositifs. Les mairies nous connaissent bien la plupart du temps. Mm. Mais est-ce que toutes les métropoles nous connaissent bien? Est-ce que Ouais, tous les hôpitaux. les hôpitaux, est-ce que tous les employeurs publics Mm. nous connaissent? Et je ne suis pas sûre. Donc, euh, nous, on est ouvert, en tout cas aujourd'hui, pour les entreprises privées. On développe le fait de pouvoir aller dans les entreprises privées et expliquer ce que c'est que les AT. Mm. On a fait une journée qui s'appelait Gênes inclusive, qui était mise en place par Osmose, hein, qui est aussi un regroupement des AT et d'entreprises adaptées. Mm. Ça a bien fonctionné. Les entreprises nous ont dit, bah, on connaissait les ESAT sur les espaces verts, mais aujourd'hui, bah, vous nous avez dit un peu toutes les compétences des travailleurs, la qualité du travail. euh, et donc, on a compris bah, qu'il ne fallait pas forcément qu'on vienne vers vous pour répondre à nos obligations de la GFIP, mais aussi parce que bah, il y a des vraies compétences. Et les entreprises, que nous disent les entreprises, c'est aujourd'hui, elles ont du mal à recruter des bons profils dans leur entreprise parce que bah, il y a un manque de savoir-être. Et les personnes qu'on met à disposition dans les entreprises nous disent, nous, on peut vous dire que les entreprises qui viennent chez nous, elles peuvent avoir plus de savoir-être Mm. et un meilleur positionnement que les personnes qui viennent pas des AT Mm. et qui ne sont pas en situation de handicap. Mm. Donc, il y a une représentation des personnes qui sont en situation de handicap en ESAT bah, qui est parfois fausse Mm. et pas forcément une connaissance de toutes les compétences que les personnes qu'on accueille ont. Mm. Voilà. Et ça serait important qu'on puisse aussi, au niveau des employeurs publics, eh bien, faire une présentation comme on le fait en entreprise, que ce soit les hôpitaux, que ce soit les impôts, que ce soit les différentes collectivités, eh bien, qu'on puisse présenter, même ceux hein, qui, par exemple, travaillent dans le secteur du handicap, Mm. ils n'ont pas forcément une connaissance de l'ESAT. Non, oui, tout à fait. Et c'est vrai que bah, dans le cadre notamment du réseau Handipact, on a des employeurs publics qui sont très impliqués sur le sujet du handicap, hein, de l'insertion et du maintien en emploi des publics en situation de handicap. C'est vrai que les aspects liés à la commande publique, c'est souvent des choses sur lesquelles nos référents handicap, par exemple, n'ont pas la main, puisque ça va dépendre des acheteurs au sein de la collectivité. Voilà, c'est pas forcément des choses sur lesquelles ils ont vraiment la main, en tout cas très directement. Donc c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de voir euh, côté ESAT aussi un petit peu le regard par rapport à ça. Et peut-être justement une dernière question pour conclure, et c'est en lien avec notre discussion, c'est quel conseil vous donneriez-vous à un établissement ou à une collectivité qui souhaiterait collaborer avec un ESAT ou vous poser des questions à ce sujet? Euh, Vers quelles ressources on peut les orienter pour en savoir plus sur la manière dont fonctionnent les ESAT, etc. Vous avez évoqué Osmose, peut-être le site internet de la RESAT. Enfin, voilà, comment faire pour que les employeurs publics aient davantage d'informations sur le fonctionnement des ESAT et la manière de collaborer avec vous? Alors, bah déjà, oui, vous l'avez dit, hein, le réseau Aresat Occitanie, Oui. c'est-à-dire qu'ils peuvent déposer comment dire, sur notre site internet.
ils peuvent nous poser des questions et puis nous solliciter pour dire, bah voilà, j'aimerais que vous puissiez venir présenter les ESAT sur notre établissement. Voilà. Et nous, on prépare une présentation et puis souvent c'est sous forme de débat. C'est-à-dire que on présente ce que c'est que les ESAT et puis après on laisse la parole libre pour pouvoir mettre en avant les représentations et pour pouvoir essayer de, de réduire en fait cette représentation, en tout cas de changer un peu d'essayer de tenter de changer le regard. Donc il y a la RESAT, il y a l'osmose qui est Oui, tout à fait. au niveau national. Après, on a Handicat aussi, parce que beaucoup des AT qui sont comment dire, adhérents à la RESAT et puis à Osmose, sont aussi adhérents à Handicat, qui est une association aussi qui regroupe les directeurs des AT au niveau national. Euh, sur Osmose, ils peuvent regarder comment dire, les ESAT qui sont sur l'Occitanie. Parce qu'il y Voilà. a un Il y a annuaire aussi, ouais, qui est sur le il y a un site. annuaire sur le Voilà. site, et puis Avec sur la RESAT la aussi, possibilité de trier par département, par Mhm. région et aussi par type de Pareil. prestation. Voilà, c'est ça. Donc voilà, donc ils peuvent trouver, s'ils veulent plutôt travailler avec quelqu'un sur de l'imprimerie, sur des vêtements de protection, sur de la serre, Mm. sur de la blanchisserie, voilà, sur les espaces verts ou sur du conditionnement, de la sous-traitance. Ils peuvent évidemment. Après, des fois, on n'y pense pas. Mm. Des fois, il y a des entreprises qu'on a reçues. Le fait de parler avec nous, elles se disent, ah bah oui, mais j'avais pas pensé que ça pouvait être fait par des personnes en situation de handicap parce que Tout à fait. bah, on ne sait pas qu'il y avait de la capacité. Et puis, la particularité des ESAT, c'est aussi la flexibilité et la souplesse. Par rapport, moi j'ai travaillé dans le secteur privé, on est souvent monoproduit. La particularité d'un ESAT, c'est qu'on peut avoir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 activités. Ouais, tout à C'est fait. énorme. Mm. Et donc, on peut aussi travailler avec des startups, on peut travailler sur des petits projets et puis des idées en se disant, bah, tiens, on aimerait bien développer cette activité. Est-ce que vous êtes intéressé ou pas? Et la souplesse de l'ESAT, c'est que oui. On peut tester des nouvelles activités et puis ça s'y marche pas, c'est pas grave, mais voilà, on peut en tout cas échanger ensemble sur des propositions à venir. On est ouvert à des nouvelles prestations et à des nouvelles activités. Voilà. Ok, bah écoutez, parfait. Merci beaucoup, Madame Geneste, pour l'ensemble de ces éléments. On mettra le lien en dessous du podcast vers le site de la RESAT Occitanie et puis les différentes ressources qu'on a évoquées ensemble au cours de ce podcast. On vous remercie pour le temps que vous avez consacré à ce podcast, à la fois dans sa préparation et pour l'enregistrement. Et puis, bah, écoutez, on vous dit à très vite. Merci encore à vous pour votre participation et votre contribution à ce podcast. Merci beaucoup. Merci à vous, hein. Avec plaisir. À bientôt, Madame Geneste. À bientôt. Retrouvez notre témoin du jour et toute la série podcast du Handicap Occitanie sur le site du FIPHFP et sa page dédiée à l'Occitanie. À très bientôt.